Donc voilà, c'est une thèse qui quand même a de plus en plus de partisans. Alors, il croit vraiment au départ quand il parle la première fois qu'il rencontre Nasser, c'est quelque chose d'extraordinaire pour lui par rapport à ce qu'il espère faire et tout, et il croit à un moment que le monde arabe est capable de s'unir, voilà, pour effectivement représenter une force et permettre au peuple palestinien de rentrer chez lui. C'est ça en gros, c'est-à-dire de peser vraiment dans la balance par rapport à un pays qui existe et qui a le soutien des Américains. Ben ça c'était, si vous voulez, si on se replace dans les années 50, c'était quand même l'idée en vogue à l'époque, hein, et effectivement c'était cette idée sur laquelle une unité arabe permettra justement de recouvrer les droits perdus des Palestiniens. Mais rapidement quand même, c'est la première déception, puisque l'alliance entre Nasser et les Syriens, finalement dans cette République arabe unie, la Syrie avait l'impression d'être colonisée par les Égyptiens, et rapidement ce qu'il appelle lui la bourgeoisie syrienne ou commerçante s'est opposée à cette alliance, et finalement au bout de 3 ans cette alliance, cette République arabe unie a vécu, et donc c'est la première déception. Et ce qui était drôle, c'est que je lui dis, mais quand même, vous avez 50 ans de lutte, l'unité arabe c'est un mythe, comment est-ce qu'on peut croire encore à l'unité arabe aujourd'hui? Comment est-ce que vous, pendant les 82 jours de siège de Beyrouth, assiégé par l'aviation israélienne, vous pouvez encore croire à l'unité arabe, alors que pendant ces 82 jours, pas un seul leader vous appelle, sauf Kadhafi, qui lui passe un coup de téléphone pour lui dire, écoutez, vous feriez mieux de vous suicider. Je lui dis, comment est-ce qu'on peut encore croire à l'unité arabe? Alors il me dit, effectivement, c'est difficile, c'est dur, mais ça reste, cette unité arabe ne sera pas celle qu'elle devait être dans les années 50, et ça peut être une unité sous forme un petit peu de marché commun, etc. Bon, je crois qu'il était là, si vous voulez, il y avait quand même chez ce personnage donc une fidélité à ses principes, et il n'était pas naïf, et il n'était pas aveugle, pardon. Simplement, je pense qu'il ne voulait pas se dédire sur un certain nombre d'options qui avaient été fondamentales pour lui. Alors quand même que l'histoire de Beyrouth en 82, personne n'est venu les soutenir. Hein. Donc il avait à la fois ce côté, c'était à la fois quelqu'un de perspicace au plan des relations, des rapports de force internationaux. En 82, justement, un certain nombre de gens autour de lui disent, mais pourquoi les Russes, qui étaient à l'époque, ne viennent pas nous soutenir, déclaré. Et Abbas dit, non, les Russes ne vont pas faire la guerre aux Américains pour venir soutenir les Palestiniens contre Israël. Donc il avait une conscience aiguë des rapports de force internationaux, mais il y avait aussi cette fidélité à ses principes et à la lutte armée, négocier face à Israël, mais en position de force. Si on est en position de faiblesse, ça mène à rien, effectivement. Et sur ce point-là, je veux dire, sans être pro-anti, il n'a pas tort. Je veux dire, les négociations qui ont été menées depuis 15 ans n'ont abouti à rien parce qu'elles sont disproportionnées. C'est un fait qui est avéré. Donc simplement, le problème, c'est que le rapport de force aujourd'hui est quand même à tous les niveaux en défaveur des Palestiniens, diplomatiquement, militairement, médiatiquement, politiquement avec le terrorisme depuis le 11 septembre. Donc comment inverser comment faire que les Palestiniens demain ou après-demain soient en position, même pas de force, mais en meilleure position pour discuter face à Israël? Là, je pense que c'est une question qui est quand même reste ouverte. Mais lui, c'était ça. Sur le principe, il n'a pas tort. Simplement, ensuite, concrètement, pour permettre ça me paraît difficile. Donc, il y a Kadhafi qui est évoqué tout de suite. Bah oui, c'est un personnage qui a beaucoup compté, qui est un de ceux qui a permis... Qui ont financé, voilà. Par la différence des Russes, par exemple. Voilà, les Russes ont soutenu politiquement, les Russes n'étaient pas divergés de l'UFPLP sur les détournements d'avions, etc. Mais les Russes n'ont jamais fourni d'armes il y avait des bourses d'études pour leurs étudiants, mais alors que Kadhafi a financé le Front populaire de Georges Abbas, ainsi que l'Égypte aussi, et la Corée du Nord leur a donné, qu'elle leur a fourni des c'est très étonnant le récit de ce voyage en Corée. Ah oui, en septembre 70, il se retrouve en Corée du Nord parce qu'il reçoit une invitation. C'est pour lui l'occasion justement d'élargir ses amitiés et ses soutiens. Et il va en Corée du Nord et pas de chance, c'est au moment où
le roi Hussein de Jordanie décide d'en finir avec la résistance palestinienne lors de ce fameux septembre noir si sanglant, et qu'il vit depuis la Chine et depuis la Corée du Nord. Et donc il revient et il aura du mal justement à asseoir ça, parce que ses proches lui feront ce reproche de ne pas avoir été ici. Et, ce qui se passe en Corée, c'est qu'on lui montre surtout, enfin il rencontre jamais, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était Kim Jong. Oui, voilà, c'est ça. C'est compliqué. Non, il le rencontre pas et on lui fait quand même une démonstration. C'est un pays. Oui, bon, c'est surtout ça qui fait. C'est mais il n'était pas naïf non plus. Mais ces gens-là, comme tout mouvement entre guillemets révolutionnaire, ont besoin d'appui logistique. Comme aujourd'hui, vous avez en Irak Mortada Sadr qui n'aime pas les Iraniens, mais qui a besoin d'un pays pour sauver sa peau. C'est pour ça qu'il est en Iran aujourd'hui. Et puis un pays qui vienne former. Et dans le cas du Front populaire, c'est la même chose. Donc il raconte son séjour à Pyongyang, où on leur montre effectivement toutes les réalisations des Nord-Coréens, etc. Mais il voit bien aussi qu'il y a un culte de la personnalité un peu surdimensionné, mais bon, il revient avec 500 Kalachnikov pour ses hommes. Il passe aussi par la Chine en rentrant. Il passe par la Chine aussi. Ce qui permet de nouer les contacts avec ce pays. Voilà. Qui à l'époque était un soutien plus inconditionnel que les Russes, oui. Qui justement par rapport au détournement d'avions, les Russes étaient sur une ligne tout à fait hostile. Et puis les Russes, il ne faut pas l'oublier, avaient été le deuxième pays en 1948 à reconnaître Israël après les États-Unis. Donc d'où d'ailleurs les problèmes qu'il y avait eu entre eux avec le mouvement communiste. Alors on se rend compte aussi de l'importance de Georges Habash dans cette partie de la planète, puisque il est reçu par Saddam Hussein, et Saddam Hussein, surtout après l'invasion du Koweït, le rencontre pour parler de ça. Donc ça montre que de façon sortie de la lutte palestinienne, c'est un personnage qui compte, c'est un personnage clé. Oui, voilà, parce qu'il était écouté par un certain nombre de leaders du monde arabe, parce qu'il représentait justement cette espèce d'alternative à ce qu'il appelait lui les compromissions d'Arafat à l'égard d'Israël. Parce que ce qui est intéressant aussi, si vous voulez, c'est de voir que finalement, en écoutant Georges Habash, c'est une espèce de réhabilitation d'Arafat par rapport à tout ce qui a été dit sur Arafat au cours de ces dernières années. On dit de toute façon, Arafat c'était pas un partenaire pour la paix, c'est quelqu'un qui n'a jamais accepté, etc. Israël, etc. Toute chose quand même qui était largement exagérée. On se rend compte à la lecture et en entendant Georges Habash que ce qui est vrai d'ailleurs, dès les années 60, juste après Septembre Noir, Arafat commence à voir si les Égyptiens, les Jordaniens ne pourraient pas lui ouvrir les portes des États-Unis. Et en 1974, d'ailleurs, il fait son discours aux Nations Unies. Donc on voit bien que, contrairement à Habash, Arafat cherche le compromis avec Israël, et que, effectivement, aujourd'hui, il n'y avait qu'Arafat pour faire la paix avec Israël. On le voit bien aujourd'hui avec la faiblesse d'un type comme Abou Mazen. Mais Habash est reçu effectivement par Saddam Hussein. Puis il essaie effectivement d'aller voir Saddam Hussein pour essayer de le convaincre de retirer ses troupes du Koweït. Habash est contre l'invasion irakienne du Koweït, mais à partir du moment, parce qu'il considère que ça ne se fait pas, mais à partir du moment où il y a une coalition internationale qui se crée contre l'Irak, au nom de la lutte contre l'impérialisme, effectivement, là, il fait un changement de pied et il dit maintenant on soutient l'Irak par défaut. Donc on voit aussi les passerelles un petit peu qu'il y a entre ces deux mondes, mais c'est quelqu'un effectivement qui était reçu. Kadhafi aussi, même si avec Kadhafi on voit bien qu'il n'y a pas, c'était simplement comme avec les Syriens d'ailleurs, qui l'ont accepté, qui l'ont accueilli, dit c'était un mariage de région plus que d'amour, mais il avait besoin d'avoir une base arrière, etc.